Et pour mieux comprendre, nous avons invité une personnalité qui connaît très bien le monde arabe, qui a été ambassadeur d'Israël en Égypte, Yitzhak Levanon. Bonsoir. Bonsoir Paul. Heureux de vous accueillir. Merci de m'inviter. Que s'est-il passé? Une formidable espérance il y a 5 ans, un échec retentissant aujourd'hui. Pourquoi? Regardez, moi j'étais en Égypte pendant ce qu'on appelle le printemps arabe. Les Égyptiens, par exemple, ne veulent pas l'appeler printemps arabe du tout. Ils l'appellent révolution. Lorsque moi j'ai vu les jeunes, je parle de la révolution de 2011, qui sont descendus dans la rue, c'était des gens authentiques, des jeunes libéraux, séculaires, qui ont demandé un changement, de la réforme. Tout simplement, beaucoup plus de droits de l'homme, beaucoup plus de liberté d'expression, et qui etc. aspiraient à la démocratie, regardez, telle qu'on l'entend dans nos pays. Paul, il faut une fois pour toutes que je sois clair. Lorsqu'on parle de démocratie dans le monde arabe, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ce n'est pas la démocratie aux États-Unis, en Angleterre ou chez nous ou ailleurs. Parce que la traduction textuelle de démocratie dans les pays arabes veut dire que tous les dirigeants et tous les régimes existants aujourd'hui vont disparaître. Mais le monde arabe n'aurait-il pas droit au pluralisme, au libre arbitre, à la liberté, au débat d'idées? Tout à fait oui. Mais la question du pluralisme est incompatible avec les lois de l'islam, par exemple. Parce que les lois de l'islam charia, elles parlent d'une seule source. La démocratie parle de pluralisme. C'est incompatible. Mais il y a des gens, par exemple, prenez le cas de Abdel Fattah el-Sisi, le président d'Égypte. Il parle, par exemple, de démocratie musulmane. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Mais il parle. Ça veut dire que quel que soit le régime en place, la pression religieuse, même si elle n'est pas exercée par l'islamiste, est telle qu'on ne peut pas aboutir à une démocratie, je ne veux pas dire à l'occidentale. Pas tout à fait. Et la Tunisie, c'est un exemple. La Tunisie, c'est un exemple. Oui, ils ont renversé Ben Ali. Pour des raisons, pour des motifs, la persécution des gens, etc. Il y a la Nahda, qui est les frères musulmans, c'est les djihadistes qui ont essayé de prendre le pouvoir. Ils n'ont pas réussi parce que le peuple tunisien ne le veut pas. Aujourd'hui, ces gens-là, ce facteur-là, musulmans ou islamiques ou djihadistes, il n'a pas disparu. Mais il vit au sein de la gamme politique en Tunisie. Et ça veut dire que la société civile arabe qui aspire à la démocratie serait prise en quelque sorte en otage entre la peste et le choléra, entre un régime dictatorial et un régime islamiste? Non, je n'irai pas trop loin, en fait, la peste et le choléra, mais je crois que lorsqu'on parle de démocratie, et la question d'avoir une transparence beaucoup plus grande, c'est de la démocratie dans les pays arabes. Le droit à l'expression libre, c'est une voie, etc. Les élections, oui. Mais en fin de compte, lorsqu'on veut arriver à la démocratie comme nous, on la comprend, comme l'Occident le comprend, c'est une question d'éducation qui doit commencer dans la classe, la première classe. Ce qui est quand même terrible, c'est que on disait printemps, on disait rêve, et on a droit à un véritable cauchemar. Pour ne prendre le cas que de la Syrie, où il y a des forces qui aspirent au pluralisme, pour ne pas dire démocratie. C'est vrai. Le bilan, 250 000 morts. C'est vrai. La Syrie, la Libye, aujourd'hui le chaos. Pour la Syrie, par définition, dès le début, c'est un État séculaire. Ce n'est pas un État musulman. Et lorsque ça a commencé à Daraa, cette révolution, c'était aussi authentique. Il voulait tout simplement que ce régime-là disparaisse et qu'on ait beaucoup plus de droits de l'homme, etc. En Libye, c'était la même chose. C'est que lorsqu'il y a eu ce vide politique dans tous ces pays-là, c'est là où les éléments djihadistes islamistes sont rentrés. Le cas exemplaire, c'est les frères musulmans en Égypte. Ils ont pris le pouvoir. Bon, ils ont régné pendant 1 an seulement, mais ils ont pris le pouvoir. Une mise en perspective. Aujourd'hui, on est dans une période très très sombre, marquée notamment par ce terrorisme. À terme, est-ce qu'on pourra voir éclore au moins un semblant de démocratie, de pluralisme? Oui. Est-ce qu'à terme, cette pression religieuse disparaîtra? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais ces facteurs-là ne vont pas disparaître complètement de la scène politique interne. Si vous prenez le cas de l'Égypte, par exemple, les frères musulmans ne vont pas disparaître en tant que facteur politique, social, au sein de la société égyptienne. Donc, il faut accommoder ce genre-là. Il faut les prendre au sein du gouvernement. Mais oui, à court terme ou à moyen terme, à propos, lorsqu'il y aura la stabilité complète, il n'y aura pas de terrorisme, c'est que les Égyptiens veulent, par exemple, c'est on retrouvera une certaine stabilité où il y aura un peu plus, disons, de liberté pour l'individu égyptien. Ce sera pareil lorsqu'on va aussi solutionner la question de la Syrie. Ça va arriver, mais ça prendra un peu de temps. On dit qu'on entre dans une guerre de 30 ans, et encore, je suis... 30 ans, je suis prêt à l'accepter, parce que je crois que et ce sont des phénomènes historiques. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Si vous prenez le cas des accords de Sykes-Picot de 1916,
Les gens disent aujourd'hui que ça a disparu. Il n'y a plus ces accords. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je crois qu'il existe toujours. Mais la notion de l'État, l'État, par exemple, syrien, l'État libyen, l'État yéménite, il est en fragmentation. Il est en train de disparaître petit à petit. Donc, ce sont des événements historiques et ça va prendre du temps. Mais je crois que la population arabe aujourd'hui, ce qu'elle désire, premièrement, c'est une stabilité complète, pas de terrorisme, etc., et beaucoup plus de liberté. Ne pas arriver à une démocratie à l'anglaise, mais beaucoup plus de liberté. D'un mot, si vous deviez désigner un pays qui pourrait jouer le rôle pionnier, qui ouvrirait la voie en quelque sorte. On l'a vu, la Tunisie. La Tunisie. La seconde, ce sera l'Égypte. Ah, vous le pensez? Oui, je crois qu'Abdel Fattah el-Sisi est en train d'arriver à ce stade-là et d'ouvrir, disons, le pays à beaucoup plus de liberté. Merci beaucoup, Yitzhak Libanon, pour cette contribution. Merci.